Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Furiosa le podcast. Je suis Nicolas Gilly, je suis toujours avec mon camarade Johan Orzulik, employé du mois de la Cogip. Salut Johan. Salut Nicolas. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Alter Ego, le nouveau film du duo Nicolas et Bruno. Pour qui ne les connaîtrait pas, c'est un duo qui vient tout droit de la grande époque Canal+. On leur doit notamment les légendaires messages à caractère informatif. Au cinéma, ils ont écrit l'adaptation de 99 francs. Ils ont notamment réalisé l'excellent La personne aux deux personnes avec Alain Chabat et Daniel Auteuil et le beaucoup moins excellent Le grand méchant loup. Avec Alter Ego, on les retrouve sur un drôle de film qui met en scène Laurent Lafitte dans un double rôle pour une comédie bizarre, drôle, inquiétante. Qu'est-ce que t'en as pensé, Johan ? Eh ben, ça a été une bonne surprise, à la fois par rapport au duo, donc Nicolas et Bruno, et par rapport tout simplement au domaine de la comédie française. Alors, quand je dis ça a été une bonne surprise, personnellement, je n'ai pas vu Le Grand Méchant Loup, mais j'avais eu que des échos négatifs dessus. Donc, en fait, naturellement, tu te poses des questions sur ce qu'ils allaient devenir, etc. Et donc ça a été un retour visiblement gagnant par rapport au précédent film. Mais quand je dis bonne surprise, c'est également par rapport au domaine, tout simplement de la comédie française, hein, parce que on en parlait en préparant cette émission. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir une vraie bonne comédie française, c'est très très rare, parce que c'est pas un genre qui est pris paradoxalement au sérieux, y compris par celles et ceux qui les font, pour une bonne majorité d'entre eux. Et là, on a justement un duo qui a toujours pris ce médium très au sérieux, de manière même, je dirais, presque totalement érudite. Et en cela, donc bon, comme le sujet parle de double, on peut dire c'est une double bonne surprise à ce niveau-là. J'ai été vraiment très très agréablement surpris. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne comédie. Alors bon, on va pas, je vais pas faire de mystère. Moi, de base, la comédie, c'est pas forcément un genre qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas un truc qui m'attire. Et une comédie française, encore moins. Voilà. Bien souvent, ça fait cliché de dire ça, et puis bah, y en a qui nous tomberont dessus, mais c'est pas grave. Mais bien souvent, les comédies françaises, elles sont un peu pourries, elles tournent un peu toujours autour des mêmes sujets. Alors en ce moment, j'ai l'impression que la grande mode, c'est les familles racistes avec Christian Clavier, etc. Bon, c'est des trucs vraiment pas intéressants. Et là, c'est vrai qu'alors Alter Ego, c'est quand même très différent. Voilà. Nicolas et Bruno, ben, ils ont quelque chose d'assez particulier. Ils ont toujours eu ça. Hein. Ils sont maîtres d'un humour que je qualifierais de cringe. Voilà, je pense que c'est le mieux pour les qualifier, dans le sens où ben ils sont clairement à rapprocher de ce qui avait été fait par Ricky Gervais pour The Office. D'ailleurs, c'est eux qui s'étaient occupés de l'adaptation de The Office en français, Le Bureau, qui est beaucoup moins bien que The Office, mais qui est à voir quand même. Et en fait, ils ont cet humour comme ça sur des situations où ils créent du malaise avec des personnages qui sont assez vite ridicules. Et ce qui était super dans les messages à caractère informatif et qui est repris ici, c'est que leur domaine d'expertise, c'est le monde de l'entreprise. Ils sont très très forts pour trouver l'absurde dans le monde de l'entreprise. Eh ben, ils sont très forts pour ça et on peut le dire, ça rejoint aussi bien les messages à caractère informatique que la personne aux deux personnes dans lequel il était déjà question de double, même si ici c'est beaucoup plus frontal, mais c'est vrai qu'on est clairement dans la satire de l'entreprise et en fait c'est ce qui est assez intéressant avec même le concept même qu'ils ont créé avec la Cogip, c'est qu'ils ont créé un vrai univers personnel. Alors, je sais pas si on peut parler de cinématique universe, mais il y a un côté un peu comme ça, et en fait, je trouve qu'ils ont créé, voilà, je vais plutôt parler de world building, comme ils disent les Américains, c'est-à-dire un world building autour justement de cette société qui a commencé avec les messages à caractère informatique, puis qu'on a retrouvé dans la personne de personne et qu'on retrouve ici, et dans lequel en fait ils sont à l'aise, ils ont les propres codes qui sont certes très inspirés de la caricature de la comment on pourrait appeler ça, de la caricature de la société des compagnies telles qu'il pouvait y avoir dans les années 70-80. Et c'est vrai qu'effectivement, ils ont bien su dynamiter cela à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait, il y a souvent un double niveau de lecture dans leur humour, qui tient à la fois
certes du décalage, donc notamment dans les messages à caractère informatif. Ce qui est génial, c'est que ça prenait en fait des vieux films institutionnels, puis ça les détournait. C'était d'ailleurs dans la lignée de ce que faisait auparavant Michel Hazanavicius et sa bande sur la classe américaine. Et en fait, ils ont repris le concept à leur sauce. Et en fait, le décalage vient justement à la fois de ce qui est dit par le nouveau doublage et par rapport à l'image qui diffuse à l'écran, et en même temps sur l'aspect, on va dire, très caustique, très sarcastique du monde de l'entreprise. Et c'est en ça, en fait, que ça fonctionne, on va dire, sur deux tableaux, qui est repris d'ailleurs très intelligemment ici, et de manière, on va dire, aussi bien au niveau de l'écriture que du visuel. Et c'est en ça, en fait, que je trouve le film très intéressant, parce que c'est un film qui, on le sent, a été très travaillé dans son écriture, et surtout pour la simple et bonne raison qu'il exploite à fond son concept. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept? Bon, ben, c'est un voisin qui voit son propre double et que les autres ne reconnaissent pas. Alors, c'est un sujet qui n'est pas nouveau dans le cinéma français, puisque, alors, je pense que c'est un film un peu oublié aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait fait grand bruit justement par son concept. Ça peut faire penser justement au film avec Vincent Lindon, La Moustache. Je crois que c'était de Emmanuel Carrère, qui était sorti dans la seconde moitié des années 2000, qui avait fait grand bruit à l'époque parce que le pitch, c'était un mec qui se rase et justement personne de ses proches s'en rend compte. Bon, c'était pas une comédie, c'était plus un drame absurde, mais parce qu'aussi ça avait coûté énormément de pognon à l'époque et qu'en plus ils étaient partis tourner à Hong Kong en hommage à Wong Kar-wai, etc. Enfin, c'était plus un film qui se voulait lyncher, hein. Voilà, c'est-à-dire dans la note d'intention de La Moustache. Sauf que là, en fait, on est vraiment dans le décalage purement comique, mais qui se repose pas sur son concept, comme je l'ai dit. C'est un film qui va exploiter toutes les possibilités offertes par son concept et qui est, grosso merdo, la guerre des voisins, tout simplement. C'est la guerre des voisins entre on va peut le dire, c'est un employé de bureau qui va voir en fait son double débarquer, qui va être son voisin et qui en fait va être qui va être son concurrent au sein de l'Incogip. Et en fait, le film fonctionne très bien justement sur cette notion d'alter ego, avec un espèce de miroir inversé de la vie idéale qu'a ce voisin que le personnage joué par Laurent Lafitte n'a pas, en fait. Mais justement, ce qui est intéressant dans cette dynamique, c'est que souvent dans ce genre de film, c'est souvent quelqu'un qui envie cette vie que représente son voisin, et là au contraire c'est tout l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'il y a une volonté déjà de jouer avec les codes, et lui en fait ce qu'il veut c'est qu'il ne supporte pas ce voisin, en plus de se demander pourquoi il lui ressemble, et qu'il veut tout simplement en finir avec lui. Et en ça c'est intéressant parce que je vais citer un exemple qui peut parler à tout le monde, et je pense que Nicolas Bruno y en pensait. Sur le papier, ça pourrait être l'épisode des Simpsons, l'ennemi d'Homer. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'était justement un employé justement qui est un jeune employé dans l'usine nucléaire de Springfield qui débarque et qui en fait galère alors que lui il travaille toute sa journée, enfin il travaille tout le temps alors que lui Homer a la vie rêvée et ça finit par l'exaspérer. Ça l'énerve à fond. Et en fait justement c'est ça, voilà. Donc il y a une manière on va dire de déjouer ce type de concept, de jouer sur un autre ton qui en fait va être appliqué sur la suite du récit et qui va épouser à la fois qui va être construit sur une vraie symétrie narrative, c'est-à-dire c'est un effet de ping-pong permanent, aussi bien au niveau des décors, parce qu'il y a tout un travail subtil qui est fait sur les décors. Je prends un exemple, c'est la fameuse petite affichette à l'arrière du cadre qu'a le personnage d'Axel, donc de l'affiche Hope de Obama, qui est toute petite et qui chez le voisin devient une sorte de Yes Weekend, mais avec son double et qui est énorme. Il n'y a que des éléments comme ça qui contribuent à la fois à créer une rythmique comique qui est à la fois dans l'écriture et dans le visuel. Et donc c'est un effet. Donc quand je disais, donc il y a un vrai gros travail de symétrie narrative et qui en plus est doublement intéressant parce qu'elle se répercute même dans le sujet même du film. Et par ailleurs, c'est génial parce que c'est un film qui va utiliser, Nicolas Bruno vont totalement épouser et assumer le concept du film de paranoïa. On va retrouver, on va dire, tous les codes du film de paranoïa, principalement qu'on pouvait avoir par exemple aussi bien dans des thrillers politiques que dans ce qu'on a dans le versant science-fictionnel qui est le film de Body Snatchers. Et justement, puisqu'il se pose la question, c'est mon double, il se ressemble et tout, et donc il y a un décalage comique qui est
très brillamment exploité, notamment à travers le personnage d'Axel, si je me trompe pas, donc qui en fait va utiliser justement le jouet de son gosse, etc. Enfin, va utiliser énormément de choses, enfin, pour justement tenter de résoudre ce mystère. Et le fait justement qu'en plus c'est d'autant plus bien travaillé, c'est que ses proches, aussi bien sa famille que son épouse, que justement ses collègues de bureau, qui sont au départ plus ou moins de son côté, finissent par épouser totalement le point de vue de son voisin concurrent. Donc de ce point de vue-là, le film est extrêmement bien écrit, extrêmement bien ficelé et surtout bien rythmé. Voilà, donc c'est vraiment un beau modèle d'écriture en soi et de conception de scénario. Et aussi, je dirais qu'il a une dynamique visuelle qui est intéressante parce que, en apparence, les plans sont, certes, c'est pas du Sam Raimi, comme pour parler d'un cinéaste qui est plus dans l'humour visuel, ou du Edgar Wright, mais par contre, il y a ce travail qui évoque plus, je dirais, presque la comédie américaine de l'âge d'or. Donc tout ce qui est Billy Wilder, etc., c'est-à-dire des plans qui peuvent paraître très classiques, mais soigneusement composés, avec un travail sur la rythmique des plans, qui crée justement une vraie rythmique visuelle quasi musicale qui se superpose justement à tout le travail qui est fait au niveau des dialogues. Et en ça, c'est un vrai exercice d'équilibre qui est très dur à faire, puisque la comédie, c'est comme l'horreur, c'est frontal et direct, c'est-à-dire si ça ne te marche pas sur le moment, c'est impossible que ça puisse te toucher par la suite. Et en fait, donc c'est vraiment un vrai travail cinématographique, ce qui est le cas ici en fait, et que je trouve est vraiment très bien soigné. En plus, même au niveau de la lumière, des décors, on retrouve cet esprit Kojip, mais qui est intéressant parce que c'est décalé, mais c'est pas non plus forcé. C'est ça aussi qui est intéressant, tu sens moins la posture décalée, voilà, que tu peux avoir chez d'autres cinéastes, etc. Voilà. C'est du décalage vraiment incarné. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un film qui, sur le plan de l'écriture et de la mise en scène, il est très, très élaboré. C'est ce qui pêche bien souvent dans la comédie, hein, à part chez certains réalisateurs américains ou asiatiques qui apportent beaucoup plus de soins à ce niveau-là. Et chez certains Français aussi qui, on l'a vu sur, même si les essais étaient ratés, des réalisateurs qui venaient peut-être de plus d'un cinéma de genre ou de cinéma d'action, tout ça, quand ils se sont essayés à la comédie, ils ont apporté une certaine vision de la mise en scène pour dynamiser un petit peu le concept même de comédie. Mais c'est vrai que chez eux, c'est encore différent parce que quelque part, ils retrouvent en effet un petit peu le côté message à caractère informatif, même si bon, ces messages-là, c'était une image un peu dégueulasse tirée de vieux CD-ROM ou de VHS. Là, on est quand même sur une image qui est relativement léchée, mais ils apportent quelque chose d'assez intéressant qu'ils ont repris, je crois, de mémoire à John Waters en fait, à utiliser une espèce de flou un peu bizarre sur les bords de l'écran à chaque fois. Ça crée une sensation étrange parce que le film, c'est vrai qu'il est très drôle. Moi, je le trouve surtout très bizarre, très étrange. Il y a un petit côté malaise qui fait que il provoque vraiment des rires assez francs parce que les gags sont drôles, mais en même temps, il met un peu mal à l'aise parce que on sait pas trop ce qui lui arrive à ce mec-là et je trouve que ça fonctionne alors que ça part d'un principe qui est complètement aberrant, qui pouvait donner un truc qui fonctionnait pas du tout, mais finalement chez eux non seulement ça fonctionne sur l'humour mais également sur la sensation de malaise. Je trouve que ce qui est très fort, c'est que souvent on a pu voir des films comme ça qui avaient un concept très fort qui fonctionnait pendant 5-10 minutes et qui après s'effondrait complètement parce que des auteurs sont pas capables de les exploiter. C'est pas évident quand t'as un concept très fort en fait, parce que souvent ça tient sur quelques lignes et de là à broder un récit qui tient la route sur la longueur, c'est hyper compliqué. Bon, je vais pas être le premier à le citer, mais si on prend le cinéma de Quentin Dupieux, souvent il a des idées géniales, mais bon, ça tient au début, à part sur certains films qu'il a vraiment réussi, mais sur la plupart, au moment ça se casse la gueule, on s'en fout, et puis il traite ça par-dessus la jambe, mais ça marche plus. Là, ça fonctionne du début à la fin parce que, en plus de jouer sur ce concept de base du double, du mec qui voit arriver un gars qui est comme lui sauf qu'il a des cheveux, il va développer quand même une vraie intrigue tout autour, quoi. Et c'est vrai que il est très fort sur le concept ils sont très forts, sur le concept de paranoïa. De base, le cinéma de
paranoïaque, il est pas drôle, hein, il est plutôt inquiétant. Eux, ils arrivent vraiment à trouver une espèce d'équilibre comme ça entre les deux. Ah bon, avant de virer complètement dans le dernier acte sur quelque chose de extrêmement cruel, extrêmement violent aussi. En fait, ce qui est très fort, c'est ils arrivent pas à rendre attachant ce personnage parce je trouve qu'on s'y attache jamais. Très clairement, dès le départ, on nous montre que c'est un gars bizarre, il est très antipathique. Et même son double qui arrive, il est également antipathique, mais pour d'autres raisons, quoi. D'un côté, t'as le mec c'est bête, hein, parce qu'il il joue sur des clichés et des idées reçues qu'on peut tous avoir. Donc le gars, comment il est sapé avec sa calvitie et tout. Moi, je suis désolé, mais de base, j'ai envie de rigoler. Il me paraît pas sympathique. Et l'autre qui arrive pareil, avec son beau brushing et ses polos Lacoste, il me paraît pas sympathique non plus. Donc je trouve que là-dessus, c'est pas mal de réussir un film complet avec d'un double personnage aussi antipathique. Mais bon, il y a tellement de situations qui sont drôles. Moi, là où c'est un truc que je disais tout à l'heure, et c'est vrai, c'est que je trouve que dans leur peinture du milieu de l'entreprise, ils sont fabuleux. Parce que c'est vrai que tu disais que sur les messages à caractère informatif, ils s'inspiraient des films institutionnels des années 70, etc., 80. Mais en vérité, le monde de l'entreprise, il a pas tant changé que ça. Non, Et je ça veux c'est dire, clair. là, quand on voit la Cogip qu'on voit dans ce film-là, c'est une entreprise très contemporaine et pourtant qui reprend exactement les vieux codes, quoi. Et moi, un truc qui me fait rire, et c'est marrant que tu aies cité la moustache, c'est que, que la première fois qu'on rentre là dans les locaux de la Cogip, il y a je pense que c'est la patronne, hein, qui est une bonne femme avec une moustache. Et c'est con, mais qu'est-ce que c'est drôle. Moi, cette apparition, cette femme-là, et la pauvre, hein, qui fait son discours avec sa moustache, mais je trouve ça à mourir de rire. Je trouve que là-dessus, sur ces petits détails à la con, ils sont vraiment très très drôles, quoi. Et surtout, en fait, ce qui est très bien, et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne si bien, c'est que eux traitent ça avec sérieux. Et C'est en ça. fait, le décalage qu'un traitement aussi sérieux provoque avec un humour aussi absurde, parce que c'est vraiment absurde, hein. Y a ils font même des gags visuels, mais qui sont entre le truc qui fait peur et le gag, je pense, quand il découpe la gouttière qui se casse la gueule et qui se retrouve pendu dans le vide avec sa disqueuse qui lui rase la tête à chaque fois. C'est quand même, mais ça fonctionne trop bien parce qu'ils ont une façon de traiter ça qui ressemble à personne d'autre, en fait. Ils sont dans un sérieux, mais et puis toutes les situations sont absurdes en réalité. Le concept même est absurde, mais ils le traitent ils y croient à fond, et du coup ça fonctionne, mais grave quoi. Puis je rajouterais aussi autre chose, c'est vrai qu'effectivement on retrouve, quand tu parlais d'antipathie, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'effectivement les deux personnages centraux qui sont joués sur le même acteur, mais ça en reviendra après, parce que je pense qu'il faut quand même beaucoup développer euh, la partie double du personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont le personnage de... Alors parce que je confonds aussi les deux, tu vois, donc c'est dire le Et truc. puis il s'appelle Pas Alex et parce que Axel en même temps. je fais pas la différence. Voilà, c'est ça. Donc c'est Alex. Donc le personnage d'Alex pourrait être antipathique, mais paradoxalement, t'as pas de rejet, c'est-à-dire tu veux quand même le suivre. Et ça, c'est très difficile à faire, c'est-à-dire que, parce que en règle générale, il faut être un bon réalisateur pour concevoir des personnages qui ne sont pas des personnages, j'ai envie de dire, positifs, ou tu vois, des personnages, comment dire, si tu veux, pour prendre un exemple, un autre exemple, tu prends par exemple le personnage de Clint Eastwood dans l'Inspecteur Harry, tu peux ne pas adhérer à son idéologie, mais par contre, t'as aucun problème à le suivre en tant que personnage de fiction parce que ça représente un personnage normal, tu vois ce que je veux dire, malgré tout, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est un personnage, il est plein de contradictions, etc. Et il a une facette humaine. Là, sur le personnage d'Alex, c'est-à-dire que dès le départ, il a des traits de caractère qui sont des traits de caractère antipathiques, mais que le duo parvient à prendre suffisamment, à jouer sur un équilibre qui est quand même très difficile je trouve, à faire en général, qui est de susciter je veux dire, presque de la pitié pour ce personnage-là, pour que tu puisses justement quand même avoir envie de le suivre.
Et ça, c'est pas donné à tous les cinéastes, je trouve, et tous les scénaristes. Je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes et de scénaristes qui aimeraient arriver à créer ça. Et ça me permet de rebondir sur l'élément, on va dire l'éléphant au milieu de la pièce, qui est le personnage, justement, donc de Alex et de Axel, qui est joué par Laurent Lafitte. Et il faut bien avouer que dans les deux cas, c'est une performance que je trouve exceptionnelle. Alors, parce que déjà, pour plusieurs raisons, bon, on va entrer dans le magasin de porcelaine, c'est que, bon, depuis quelques années, il y a une retendance il y a une tendance à refaire des films autour de la figure du double. Voilà, donc qui était très courant à partir de la fin des années 80 avec le succès, avec le choc qui a été Faux Semblant de David Cronenberg et la double prestation de Jeremy Irons, qui avait été rendu possible notamment par un système de motion control qui était révolutionnaire et qui avait été repris après par la suite par Robert Zemeckis sur Retour vers le futur 2. Parce qu'en plus, pour un acteur, bon, c'est certes une thématique qui est présente depuis les origines du cinéma avec Méliès, mais ce qui est intéressant, c'est que à partir des années 90, il y avait eu toute une vague de films de double, et puis t'avais, bon bah, des interprètes qui essayaient justement d'en faire leur spécialité. Bon, il y a bien sûr Jean-Claude Van Damme qui en a fait un de ses lores et tout, un de ce lore actoral pour essayer de montrer qu'il n'était pas que Monsieur Muscle, comme il le dit lui-même. Et puis après, dans les années 2010, t'as eu Tilda Swinton qui en a aussi fait voilà, un de ses motifs récurrents de sa filmographie en tant qu'actrice. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, le double, c'était surtout très lié justement à la recrudescence des thrillers paranoïaques, des films autour de la perception de la réalité et tout. Et là, en fait, on rentre clairement dans ce terrain-là, en fait. Donc, en sachant que, comme on le disait, il y a eu donc toute une recrudescence de films de double. Cette année, enfin l'année qui s'est écoulée, on a eu énormément d'exemples, que ce soit, au moment où on enregistre cette émission, Michael B. Jordan qui a eu son Oscar pour son double rôle dans Sinners, on a eu Robert Pattinson dans Mickey 17, on a eu Mia Goth dans Frankenstein, etc. On va pas tous les citer, mais c'est vrai que cette année, il y en a eu énormément. Je tiens à dire, je trouve leurs prestations dans ceux que j'ai cités tous honorables. Mais je suis obligé d'admettre que, alors là, pour le coup, Laurent Lafitte, c'est vraiment 10 niveaux au-dessus. Hein. Enfin, c'est-à-dire, c'est presque, moi j'ose le dire, je l'ai même dit sur les réseaux sociaux, pour moi c'est presque du niveau de Jeremy Irons dans Faux Semblant, parce que c'est vraiment un travail sur la double caractérisation, donc la double gestuelle, parce qu'il faut jouer différemment, le tempo, la diction qui est absolument phénoménale, moi je trouve vraiment, et en plus, ce qui est doublement phénoménal, c'est-à-dire que tu as un naturel qui se joue entre ces deux facettes à l'écran, c'est-à-dire que, en général, dans les films de Doom, ça joue beaucoup sur « Oh mon Dieu, c'est 2 fois le même acteur et tout !» Et après, ça joue sur un effet de surprise qui, si c'est mal géré, finir par s'estomper, et puis bon, tu vois que l'effet de surprise. Là, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont lui joue et dont il est dirigé à l'écran, dont il est même mis en scène, tu as vraiment cette sensation purement organique, ce qui fait que tu as vraiment l'impression d'avoir 2 personnages totalement différents en fait. Et c'est en ça que je trouve que c'est très très fort de la part à la fois de Nicolas Bruno et de Laurent Lafitte. Parce que justement, tu as une sensation de naturel qui vient en gros, ce qui fait que ça va te faire rire, mais quand je suis sorti du film, quand je disais, mais attends, tu vois, je disais Laurent Lafitte, mais il y a aussi et je me disais, mais il y a un autre acteur, quelque part. Mais en fait, non, c'est le même acteur qui joue à la fois les 2 personnages. Et avec 2 caractérisations qui sont totalement différentes, et en même temps complémentaires dans l'antipathie qu'il suscite. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est ce que me disait quelqu'un, c'est vrai que Laurent Lafitte est très fort pour jouer le rôle de méchant. Bon, en plus, ça rejoint, alors, j'ai pas vu la série qu'il a fait sur Netflix sur Bernard Tapie, mais c'est vrai que ça rejoint en plus la thématique du monde de l'entreprise qu'il avait déjà joué auparavant, jouant Bernard Tapie dans la série éponyme sur Netflix. Voilà, donc il a vraiment une thématique en plus actorale par rapport à ça. C'est vrai, hein, Laurent Lafitte, de base c'est un grand acteur, un grand comédien qui a réussi à être grand acteur et qui est en effet très doué pour jouer les connards. Il a un physique carnassier qui fait que ça fonctionne très bien. Mais là, je te rejoins complètement. Hein, il est dans une double prestation qui est vraiment impressionnante. Parce que souvent quand il y a des films de double, je trouve, soit ce sont vraiment des personnages qui sont très très proches, soit des personnages qui sont diamétralement opposés. Donc j'imagine que pour un acteur, ça peut être un peu plus simple. Là, on est sur 2 personnages qui se ressemblent, mais avec d'énormes variations.
Donc je pense que enfin, son travail, il est vraiment impressionnant là-dessus. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'identique chez les deux, mais en même temps complètement différent. J'ai du mal à l'expliquer, mais ça fait vraiment une sensation bizarre. Et du coup, on a vraiment la sensation qu'il y a deux personnages différents qui ont la même gueule, pas la même coiffure. Et c'est vrai que c'est vraiment troublant, quoi, comme prestation. Ouais, moi, je le mets facilement au niveau de ce qu'avait fait Jeremy Irons. Peut-être pas au niveau de Van Damme, qui est quand même voilà, hein, c'est l'excellence, quoi. Bon, mais tout le monde peut pas y arriver. Mais blague à part, non, c'est vraiment une prestation qui est assez hallucinante. Et d'ailleurs, bah, il éclipse quelque peu tout ce qu'il y a autour de lui, alors que pourtant, même les autres comédiens, les autres comédiennes font un travail qui est assez remarquable. Je trouve que Blanche Gardin, elle est super là-dedans, dans un rôle qui est assez compliqué, parce que bah, elle est un peu trouble, on sait pas trop. Alors des fois, on a l'impression qu'elle joue très mal. Et puis en fait, elle est très fine. Et quelque chose que tu disais par rapport au film où il y a des doubles, c'est souvent des trucs mentaux. Et je pense que c'est là le truc du film, c'est que assez rapidement, et je pense que c'est pour ça que certains dialogues font un peu forcés, certaines prononciations font un peu théâtrales. Je pense, je pense que c'est vraiment voulu pour sur ce coup-là, pour te montrer en fait que il est fou. Et autour de lui, cet univers est un peu fake. Je sais pas si t'as fait attention, mais moi ça m'a fait rire, mais en même temps je me dis que c'est pas juste pour rigoler. C'est que le premier plan qu'on a sur les locaux de la Cogip, il y a 3 drapeaux sur le toit qui sont comme s'il y avait du vent, mais en fait ils flottent pas, ils sont juste à l'horizontale. Donc ça fait vraiment décor fake. Et je trouve ça sur le coup, ça m'a fait beaucoup rire, mais en même temps je me dis ouais, en fait il parsème des petits indices par-ci par-là que ben il y a ce personnage, il hallucine un truc quoi. Pour finalement après te dire que bah non en fait il hallucine pas du tout puisque le film il embrasse complètement son concept de double sur le final quoi. Bah, je te rejoins sur l'aspect fake que je vais développer. C'est vrai qu'effectivement, en plus, alors, je sais pas si c'est des décors qu'ils ont créés exprès ou s'ils sont allés tourner juste dans un quartier, mais c'est vrai que le quartier résidentiel qui est présenté dans le film, ben, en fait c'est assez marrant parce que au début de l'année on avait parlé d'aucun autre choix qui était le remake du Couperet, et c'est vrai que le Couperet se déroulait dans une banlieue qui est assez similaire à celle qu'on retrouve justement dans Alter Ego, et qui est ce que certains appellent une banlieue presque américanisée, dans le sens voilà ça reprend vraiment les tropes de ce qu'on appelle le suburbans américain, mais qui transposé en France. Et c'est vrai qu'effectivement, le film a un côté comme ça, c'est-à-dire il a une côté, je veux pas faire comment dire, je veux pas non plus aller trop dans l'intellectualisation à outrance, mais c'est vrai qu'il y a un côté presque simulacre de petite ville en fait, et simulacre de société, enfin de même du monde de l'entreprise. Et c'est en ça en fait que c'est très intéressant parce qu'en fait le personnage, son double qui est justement donc c'est Axel, justement représente on va dire tous les stéréotypes du monde de l'entreprise, mais au point de comment dire, presque du simulacre que ça représente de vie parfaite, etc. Mais en même temps, t'as une démarche qui est beaucoup plus proche d'une satire bah, telle qu'on pouvait l'avoir dans certains films de SF ou sarcastiques ou ce genre de choses en fait. Et ce qui rend, on va dire, l'ensemble beaucoup plus palpable. Justement, l'étrangeté se joue justement dans l'utilisation de ce décorum en fait. Et je trouve qu'ils ont très bien géré ça, c'est-à-dire cette espèce de gars qui veut juste avoir sa vie tranquille de pavillon, mais qui va se faire mettre mise à mal par justement ce concurrent en fait. Et en ça, en fait, quand je disais que c'est un côté érudit, c'est que tu sens qu'il y a une érudition aussi bien dans les références que dans la manière dont il le digère, qui est très organique. Ça fait jamais citation pour citation, parce que là, en fait, naturellement, ça t'évoque des choses qui vont s'entremêler les unes aux autres, et encore une fois, c'est très concis à l'écran. C'est extrêmement bien ficelé et concis. Voilà. Et il y a un truc aussi qui est vraiment pas mal, c'est ils ont un don pour torpiller des trucs qui nous envoient comme des éléments
sûr et certain, par exemple, bah, comme tu dis, là, voilà, la dégaine et la vie d'Axel, donc celui qui est censé avoir une vie parfaite. Ils font des dîners avec les voisins, etc. Et puis, on comprend que bah, ce mec-là, il offre des sacs Louis Vuitton à sa femme en permanence. Bon, voilà, ça renforce encore le côté, le bourgeois qui a réussi, qui veut en mettre plein les yeux, etc. Et au final, quand on comprend d'où ils viennent, en vérité, ces sacs Vuitton, c'est quand même très drôle. Et c'est méchant. Et je trouve que c'est une façon qui est très intelligente de torpiller comme ça les éléments qu'ils ont mis en place juste avant, quoi. Ils sont vraiment très bons scénaristes, je pense. Comme metteurs en scène, ils sont excellents aussi, hein, dans leur genre. Mais je trouve qu'à l'écriture, ils ont vraiment un truc qui les différencie de la plupart des scénaristes de comédie française, quoi. Bah, c'est simplement, je pense que c'est des gens qui ont une approche rigoureuse, justement, bah, comme on le répète, mais c'est des gens qui prennent au sérieux la comédie, tout simplement. C'est ça. Et je rajouterai dessus, c'est vrai qu'effectivement, tu as une bascule narrative dans le dernier acte, et c'est vrai qu'effectivement, même moi je me disais, est-ce qu'ils vont relancer, c'est-à-dire parce que, en gros, bah, hop, il se rend compte que l'autre a effectivement le même problème de calvitie qu'il a, et qu'en fait, après l'avoir tué, va changer de coup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a l'idée du switch, de switcher donc dans est-ce qu'il il va choisir de prendre la même vie que l'autre. Alors c'est vrai qu'effectivement ça peut paraître beaucoup plus expéditif parce que c'est vrai que là quand tu as un switch comme ça, tu peux t'imaginer que tu vas avoir une deuxième partie de film complètement centrée là-dessus. Mais je me dis que c'est peut-être pas si con qu'ils aient fait un truc beaucoup plus expéditif dans le dernier acte, parce que justement le switch est amené très rapidement et en fait tu comprends que ça va aller sur, comment dire, s'ils avaient gardé ce concept-là, je pense que dans le cadre d'une comédie, ça aurait très vite rebasculé vers des clichés de films français, c'est-à-dire un vaudeville. Et là, c'est pas le cas en fait. Le fait justement qu'ils soient restés concis sur ce dernier acte en misant sur le switch de vie, c'est-à-dire Alex qui prend la vie d'Axel, c'est pas plus mal en fait. Je trouve que ça évite qu'on retombe, parce que je pense que s'ils avaient fait ça, on serait retombé justement dans un côté beaucoup plus vaudevillesque. Alors certes qu'il y a justement, mais de manière beaucoup plus cartoonesque, avec justement cette idée géniale qui fait très cartoon, où justement il mime une bagarre entre les deux en utilisant justement l'arrière-cour de la maison pour se dissimuler, etc. Qui est génial, hein. C'est vraiment une idée de cartoon qui est très très bien digérée, je trouve. Ah oui, oui, oui. Ça, pour moi, c'est une des grandes scènes du film, hein. Je la trouve extraordinaire. Et là, pour le coup, Lafitte, il fait un numéro d'acteur qui est fabuleux. Sachant qu'il joue les deux personnages les uns à la suite. Il dit à sa Et sans femme... coupe, hein. Il y a même des moments, il n'y a pas de coupe en plus. Je sais pas comment ils ont fait Ah, ça. je sais Je sais pas. qu'apparemment, ils ont utilisé une doublure, C'est très fort. C'est très mais fort. c'est Puis bon, en plus, le gag il dit à sa femme, t'as pas entendu un bruit, et il le refait peut-être 5 ou 6 fois. Je trouve ça, c'est trop con, mais ça marche super bien. Là où le film, c'est vrai qu'il est étonnant dans sa dernière partie sur le côté horrifique, oui, un peu, parce qu'il est quand même, il bute, il y en a un qui bute l'autre. C'est assez sale d'ailleurs. Là où je voulais rebondir, c'est sur le côté changement de vie. En fait, c'est un truc qu'on a vu 10 000 fois au cinéma finalement. Quelqu'un qui prend la vie d'un autre ou qui va avoir son apparence et qui va vivre la vie qu'il aurait rêvé, etc. Non seulement ça aurait rallongé John le film, Woo, volte-face. par exemple, le plus bel exemple. Non mais c'est vrai. C'est Oui, c'est vrai. ça serait un autre film en fait. Là au moins, en fait, le gars il va pour prendre son autre vie. Ça part en couille de suite, plus rien qui fonctionne, il se rend compte que le couple qui fantasme tant, c'est un couple horrible, la femme de l'autre, elle est horrible, c'est des gens qui sont dégueulasses finalement, hein, presque autant que ce qu'il avait imaginé à un moment. Et donc je trouve que c'est super qu'ils expédient ça en 2-2 sur leur film, c'est bon, il fallait pas qu'il continue plus que ça, je trouve qu'il a une durée parfaite. S'il partait là-dedans, machin, qui va vivre la vie de l'autre et tout, on l'a déjà vu. Mais c'est pas tant le côté que ça aurait été un vaudeville, parce que oui, ça aurait été ça, mais c'est juste que ça sert à rien à ce moment-là. C'est pas leur sujet de toute façon. Leur sujet, en fait, c'est le côté bizarre de ce mec qui voit un voisin qui arrive et qui a la même gueule que lui, quoi. Et ça plongeait comme ça dans la folie finalement. Et ça, c'est là où c'est intéressant. Ça aurait même pas été si drôle.
Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé le tempo très juste là-dessus. Et qui s'arrête à ce moment-là, c'est super. Parce que, en plus, bah, du coup, la fin, elle est quand même d'une cruauté qui est, enfin, c'est méchant, quoi, hein. Il y en a un qui se retrouve en prison, l'autre, bah, c'est devenu un légume. Enfin, c'est chaud, quoi. Terminer, terminer une comédie sur un truc comme ça, franchement, c'est osé. Mais ça fonctionne vraiment très bien, C'est quoi. osé. Et en plus, c'est un final qui appuie, je trouve, la satire, bon, anti-entreprise capitaliste, parce que, en fait, tu comprends que c'est des gens qui exploitent les gens qu'ils prétendent sauver, etc. Enfin, c'est ce qui rend le truc encore plus horrible, je trouve, mais aussi encore plus pertinent, je trouve. Oui, oui, c'est vrai, hein, ça montre ben, le cynisme absolu des cadres d'entreprise bien propres sur eux, quoi. Ouais, non, non, mais c'est vraiment brillant. Enfin, je trouve que c'est une très belle surprise. Vraiment, voilà. C'est vrai, au rayon des petites, entre guillemets, petites comédies, c'est une excellente surprise, vraiment. Et surtout, déjà, ça fait plaisir de retourner à la Cogip pour quiconque y a été avant. Et c'est vraiment bah ouais, c'est une bonne surprise dans le domaine de la comédie française, quoi. Voilà, des fois on perd un peu espoir de revoir un film comme ça, mais c'est vraiment, en fait, pourquoi le film il est vraiment intéressant, c'est que c'est une comédie qui est méchante. Et je sais pas toi, mais moi je trouve que les meilleures comédies sont les plus méchantes. Bah, j'aime beaucoup que ce soit on en a déjà vu une en début d'année qui fonctionnait justement sur la confrontation. Mais c'est vrai que c'était. Ouais, non, c'est vrai que cette année, on a quand même trois comédies méchantes. Et en plus qui reposent sur des thèmes, qui ont des correspondances en plus assez communes sur le monde de l'entreprise, l'opposition entre deux personnalités qui veulent exterminer l'autre. On a eu le remake du couperet, donc justement aucun autre choix. On a eu Saint Help de Sam Raimi et on a celui-là, ouais, on a Alter Ego. Et c'est vrai qu'effectivement, en plus, c'est plus des comédies méchantes que tu aurais pu avoir dans. Enfin, c'est des sujets qui auparavant ont pu être traités. Ben, on parlait dans Stand-Up, parler d'Anne de Vito, il y a un côté un peu comme ça, mais je pensais aussi à Alex de la Iglesia Oui, en Espagne qui aurait très bien pu faire un film comme ça. Voilà. tout à Donc fait. vraiment, ouais, ouais. Donc voilà, si vous voulez voir une comédie d'abord drôle, parce qu'elle est drôle, hein, c'est très important, drôle, méchante et absurde, eh bien, allez voir Alter Ego, parce que ça vaut le déplacement et c'est pas tous les jours. Avant de terminer, Johan, est-ce que tu aurais une recommandation autour du double? Alors, est-ce que je peux faire double recours? Allez. Alors, j'en aurai deux. Donc, la première, c'est une comédie, d'ailleurs, qui a un pitch pas si éloigné de celui d'Alter Ego. C'est un film de Joe Dante, qui date, si je dis pas de bêtises, de la fin des années 80, qui s'appelle Les Banlieusards, The Burbs en anglais. Donc, c'est avec Tom Hanks et Carrie Fisher et Bruce Dern notamment. Et ça raconte une histoire assez similaire d'ailleurs à celle qu'on voit dans Alter Ego, sauf qu'au lieu que ce soit un double, donc c'est dans une banlieue américaine, et typique, typique des Summer Bands, et qui en fait, donc c'est un couple donc, joué par Tom Hanks et Carrie Fisher, qui voient débarquer chez eux, donc à côté de chez eux, des nouveaux voisins, qui sont assez mystérieux, et en fait ils vont tenter avec le voisinage de savoir qui sont ces fameux voisins. Et en fait, donc, ça reprend cette thématique de confrontation de voisinage. C'est une critique à la fois de la société américaine. C'est très drôle, c'est très burlesque, c'est très cartoonesque. C'est souvent considéré comme un des meilleurs films de Joe Dante. C'est son plus populaire aux États-Unis avec Gremlins. C'est vraiment, voilà, c'est clairement un des meilleurs films qu'il a fait. Et c'est une superbe satire de la société américaine de l'époque, et même encore aujourd'hui, et qui fonctionne super bien, y compris sur la peur de l'autre, même si, à contrario, parce qu'à la fin, effectivement, comme dans Alter Ego, ça bascule totalement dans l'horreur. Y a un hiatus de la fin par rapport à tout ce qu'essaie de développer le film en amont, mais d'après ce que j'ai compris, c'est parce que ça avait été imposé par Universal à Joe Dante. Voilà. Donc ils ont retourné la fin pour en faire correspondre un message assez différent de ce que le film était censé véhiculer à la base. Mais c'est vraiment un très chouette film. Et la seconde, c'est un peu l'ancêtre des films qu'on vient d'évoquer. C'est un film des années 60 qui s'appelle Seconde, l'opération diabolique de John Frankenheimer. Donc Frankenheimer, immense cinéaste qui a fait son plus gros de sa carrière au niveau des titres de gloire entre la fin de l'Hollywood de l'âge d'or
et l'arrivée du nouvel Hollywood, au même titre que Robert Wise, Fletcher, Robert Mulligan, Franklin J. Schaffner. Il fait vraiment partie de cette génération de cinéastes, mais il a développé une fascination pour le thème de la paranoïa qu'il a développé dans une trilogie, qu'on appelle la trilogie de la paranoïa. Et l'opus le majeur, c'est Seconde, l'opération diabolique, qui raconte en fait l'histoire d'un vieil homme, enfin d'un homme plutôt âgé, à qui on propose, qu'une organisation secrète propose de changer de vie. Et donc on va lui changer le visage, etc. Donc il va devenir une nouvelle personne qui est jouée notamment par Rock Hudson. Et donc c'est un film incroyable en termes d'expérimentation formelle, narrative. La photo de Jong Kwon-ho, elle est extraordinaire. La musique de Jerry Goldsmith est incroyable. C'est un film matriciel puisqu'on en retrouve aussi bien des traces dans Volte-Face que dans The Substance ou que dans même Munich de Steven Spielberg, et j'ai envie de dire dans Alter Ego, puisque c'est vraiment un film qui développe cette thématique de la double vie, puisque c'est quelqu'un qui en fait cherche à vivre une nouvelle vie à travers cette nouvelle identité. Et c'est vraiment un film extraordinaire qui mérite vraiment votre attention. Voilà. C'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. Pour ma part, je vais faire une reco très rapide. Un film autour du double également, mais alors un peu différent parce que pas drôle du tout. C'est Abandonné de Nacho Cerda. Alors c'est un petit film que malheureusement pas grand monde n'a vu. Nacho Cerda, c'était un des grands espoirs du cinéma espagnol qui avait été connu pour ses courts-métrages. Il avait fait des courts-métrages assez fabuleux, très glauques, dont Aftermath. Et Abandonné, c'était son premier long-métrage. Son dernier aussi, depuis il a disparu malheureusement. Il est allé, je sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il gère un vidéoclub ou un truc comme ça. Et Abandonné, c'est un film qui aborde la figure du double par l'angle du doppelganger. Alors c'est un film d'horreur, fantastique horreur, qui est un des plus beaux films que vous pourrez voir au niveau des univers morbides. C'est un film assez triste, mais qui, dans ses visions horrifiques, je dirais pour équivalent, faudrait aller du côté de Lucio Fulci. C'est dans cette veine-là en fait. C'est superbe. Ça utilise la figure du doppelganger au niveau des peurs enfantines. Et c'est un film où le réel se fait contaminer peu à peu par les fantômes, par des figures fantastiques. Et c'est assez effrayant, mais c'est un très 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 beau film qui mérite d'être vu et qui n'a pas été assez vu à mes yeux. Voilà. Donc on en termine. Merci Johan une fois de plus pour ta participation. Merci à toi Nico. Et merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là, et je vous dis à la prochaine fois.